Est-ce que vous vous rappelez de ce Sonic-là? Lorsqu'on l'a vu pour la première fois dans la bande-annonce, on était sous le choc. Les yeux, le nez, les jambes, rien n'allait. Le studio courait droit vers la catastrophe. On tire la sonnette d'alarme, on rappelle toute l'équipe et en quelques mois on change complètement le design du hérisson bleu. 5 millions de dollars de pertes, mais pour ne pas voir cette horreur sur grand écran, ça valait le coup. Des histoires comme ça, il y en a plein d'autres. Au cinéma, tout change, rien n'est jamais perdu. Au dernier moment, même le pire des navets peut devenir un chef-d'œuvre. Les films qui ont échappé au scandale. J'adore Lilo et Stitch, l'histoire d'une petite hawaïenne qui se lie d'amitié avec un extraterrestre. Tout bascule quand Lilo se fait capturer par un méchant commando alien. Sa sœur Stitch et ses amis prennent un vaisseau et partent à sa rescousse. Démarre une course-poursuite au-dessus des montagnes de Hawaï. C'est beau, c'est épique et c'est pas du tout ce qui est écrit dans le scénario. À la base, Stitch devait détourner un Boeing 747 et affronter le vaisseau alien en plein centre-ville. Le problème, c'est qu'en 2001, il s'est passé un truc pas très cool et que d'un coup, montrer des avions en plein milieu des immeubles, c'était pas une super idée. Les animateurs de Disney sont vite retournés à la planche à dessin, c'était peut-être pour le mieux. Ce n'est pas le seul film à avoir créé la polémique. Aujourd'hui, Retour vers le futur est un classique, un chef-d'œuvre du cinéma américain, mais il a failli très mal vieillir. À un moment, Marty a peur. Il discute avec Doc qui lui dit qu'après tout, le moindre changement dans le passé peut avoir des conséquences désastreuses. Une erreur et il pourrait accidentellement créer un futur où il est... gay. Oh non, la pire des horreurs. Pensez aux enfants. Bon, c'est triste à dire, mais dans les années 80, ça aurait pas choqué grand monde. Heureusement, le réalisateur a quand même trouvé que le film serait mieux sans cette scène, mais oui, dans un monde parallèle, Retour vers le futur n'est pas dans le catalogue Netflix. Mais ça, c'est un détail comparé à d'autres changements. En 2021, l'acteur Chris D'Elia est accusé de sollicitation sur mineur. D'un coup, il est persona non grata, problème, il vient de terminer le tournage de L'Armée des Morts, le dernier film de Zack Snyder. On ne peut pas le garder dans le film alors que tout a déjà été envoyé en montage. La solution, elle a coûté plusieurs millions de dollars, le remplacer digitalement sur l'intégralité de ses plans. Snyder choisit Tig Notaro, une actrice jusque-là peu connue. On la filme en fond vert et en post-prod, on l'incruste à la place de Chris. Surprise, ça marche! Le résultat est bluffant et tout le monde salue la performance de Notaro. Cette fois, Snyder a eu de la chance, mais quelques années plus tôt, Ridley Scott a eu le même problème. Il venait de terminer tout l'argent du monde lorsque Kevin Spacey, l'un des rôles principaux, est accusé de harcèlement. Pour Scott, pas le choix, il faut le remplacer et refaire toutes ces scènes. Là, c'est plus complexe, ils ont moins de temps, moins de budget et les gens se plaignent de voir Christopher Plummer à la place de leur acteur favori. Heureusement, le film fonctionne, mais il n'est pas passé loin de la catastrophe. Un qui a eu vraiment chaud, c'est Stanley Kubrick. En 1963, il prépare Dr. Folamour, une comédie noire sur la guerre froide. Le film est incroyable, considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps, mais très peu de gens l'ont vu dans sa version originale. Le 22 novembre 1963, quand le film fait sa première projection test, le président John Fitzgerald Kennedy est assassiné le même jour. D'un coup, ça devient compliqué de parler de politique. Kubrick décide de repousser la sortie de 2 mois. Son monteur en profite pour retirer une réplique d'un personnage qui disait « Messieurs, notre jeune et courageux président a été frappé dans la fleur de l'âge. » C'était juste une coïncidence, enfin j'espère, mais ça serait pas bien passé. Des années plus tard, Kubrick va encore plus loin lorsqu'il décide de changer la fin de Shining après la sortie. À la base, l'histoire avait un épilogue où toute la famille se retrouve à l'hôpital et parle de ce qui vient de leur arriver. Kubrick se dit que c'est trop mou et que ça marcherait mieux si on coupait juste avant avec la scène finale du père. Il envoie donc un message à toutes les salles de cinéma avec des instructions précises sur comment couper la bobine. Parfois même directement pendant la projection, du jamais vu. Quelques semaines plus tard, lorsqu'il exporte son film en Europe, Kubrick condense encore plus son film. Il retire 20 minutes. On l'aurait laissé faire ce qu'il veut, ça aurait fini en court-métrage. Ces films qui ont failli être beaucoup trop longs.
Les Dents de la Mer ont été un cauchemar à produire. On a commencé le film sans script, sans acteur et sans requin, dira l'un des acteurs principaux. À l'époque, Spielberg a 27 ans et il ne sait pas trop ce qu'il fait. Le scénario change tout le temps, parfois les scènes sont écrites la veille pour le lendemain. On doit tourner dans l'eau en plein hiver, les acteurs ne s'entendent pas et le bateau du tournage se met carrément à couler. Le dernier clou dans le cercueil, c'est le requin. À l'époque, on ne pouvait pas faire des effets spéciaux comme maintenant, et les prototypes du Grand Blanc ne fonctionnaient juste pas. Spielberg l'appelle la grosse merde. Il coule, il rouille, c'est impossible de le filmer sans que ça fasse kitsch. Mais contre toute attente, ce problème, c'est une bénédiction cachée. Puisque c'est dur de filmer le requin, on va le montrer le moins possible. On utilise la mise en scène, le jeu des acteurs et surtout la musique pour sous-entendre sa présence. Spielberg passe des mois à peaufiner le montage, il le transforme en vrai film d'horreur à la Hitchcock. Si tout s'était passé comme prévu, Les Dents de la Mer aurait juste été un monstre pas fou, un Godzilla au rabais. Celui qui a maîtrisé ça à la perfection, c'est Alien de Ridley Scott. Lui aussi n'est pas passé loin du désastre, on était censé avoir un plan avec le xénomorphe qui marche en crabe. Une scène comme ça aurait été l'équivalent de rallumer les lumières en plein milieu d'un film d'horreur. Ces histoires montrent une règle essentielle du cinéma. Moins, c'est plus. C'est toujours plus efficace de laisser le spectateur remplir les trous que de tout expliquer pendant 3 heures. C'est vrai, pour les monstres, ça l'est aussi pour les comédies et les drames. Une semaine avant la sortie d'American Beauty, son réalisateur a une révélation. À la base, son histoire devait commencer et finir avec 2 scènes où plusieurs adolescents étaient accusés à tort du meurtre du héros. C'était censé encadrer le récit, mais ça passe mieux sans. 27 pages de scénario, tournées et montées, parties à la poubelle. Et le pire, c'est qu'il avait raison. Men in Black a lui aussi été pas mal simplifié. En interview, le réalisateur explique qu'il avait prévu toute une guerre entre 2 races extraterrestres pour le contrôle de la galaxie miniature. Cette scène, par exemple, c'était censé être la rencontre entre 2 ambassadeurs qui tentent de négocier une trêve. Plein de subtilités, tout un parallèle avec la guerre froide, mais à la première projection test, le public n'arrive pas à suivre. Au montage, on transforme le film. On prend la même scène et on la redouble en disant n'importe quoi, puis en mettant des sous-titres. C'est du langage alien, ça passe. Dans le même genre, il y a Casablanca, un classique. Parmi les classiques, qui a été totalement improvisé. Le scénario a carrément été réécrit scène par scène. Pendant le tournage, plus de 75 scénaristes sont passés dessus. Le chaos. En même temps, ça a laissé beaucoup de place à la spontanéité. Une des répliques les plus cultes du film est en impro totale. Le fameux « je pense que c'est le début d'une belle amitié », on n'y a pensé que plusieurs mois après le tournage. Heureusement, les acteurs sont de dos, c'était facile de redoubler par-dessus. Celui qui allait le plus loin, c'est Woody Allen, avec un de ses plus grands chefs-d'œuvre, Annie Hall. En 1977, il remporte l'Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario. Mais à mon avis, il aurait aussi dû avoir l'Oscar du meilleur montage. Là, c'est 50 minutes qui ont été retirées. Ils ont presque coupé un film dans le film. À la base, ça devait être une histoire de meurtre avec du surnaturel. Les héros devaient même aller au paradis et en enfer. Mais au montage, on se rend compte que ça marche pas. Alors on enlève tout et on se concentre sur l'histoire d'amour entre Alvy et Annie. Tout le côté sombre et cruel a disparu, l'histoire est devenue une comédie. En tant que grande fan du film, j'aurais adoré voir la version originale, mais malheureusement, on n'a jamais retrouvé les bobines manquantes. Un trésor cinématographique peut-être perdu à jamais. Un jour peut-être on le retrouvera, l'occasion de refaire une vidéo dessus. Entre temps, n'hésitez pas à vous abonner, presque 70% d'entre vous ne l'aident pas, ça aide beaucoup la chaîne. Ces films qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Endgame a marqué toute sa décennie. C'est la fin d'une époque, la fin de la première génération des Avengers. Il fallait que le film soit mémorable, et ça va, il se débrouille. Mais il a presque raté sa meilleure scène. À la fin, Thanos est à 2 doigts de gagner, littéralement. Tout le monde est mort, la Terre est ravagée et les derniers Avengers sont à bout de souffle. Contre toute attente, Tony Stark parvient à prendre les pierres d'infinité et, d'un claquement de doigts, les utilise pour tout ramener à la normale. Les 2 réalisateurs se sont longtemps demandé comment rendre le sacrifice d'Iron Man inoubliable. Sur le tournage, ils essaient plusieurs trucs mais rien ne marche. Ils décident que le mieux, c'est que Tony ne dise rien.
Il regarde juste Thanos une dernière fois et c'est fini. Heureusement, c'est le monteur qui trouve l'idée parfaite. Après que Thanos dit « je suis inévitable », Tony répond « moi je suis Iron Man ». Directement validé, on rappelle Robert Downey Jr. On le remet dans son costume et c'est dans la boîte. Ce qui est magnifique, c'est que c'est un hommage direct à la fin du tout premier Iron Man sorti 11 ans plus tôt. I am Iron Man. La fin parfaite pour un personnage aussi culte. Marvel, c'est les champions des changements de dernière minute. Récemment, l'actrice d'America dans Doctor Strange a expliqué que le studio faisait une tonne de projections test pendant le montage, en faisant retourner constamment de nouvelles scènes jusqu'à avoir le film que les spectateurs veulent. Pour les acteurs, c'est un challenge. Ils sont non-stop obligés de se remettre dans le rôle, des fois des semaines après la fin. Si autant de gens trouvent que le jeu de Tom Holland est inconsistant, c'est peut-être pour ça. Les projections test, ça a toujours été le nerf de la guerre à Hollywood. Ça rassure les producteurs et ça permet de corriger des problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Quelques mois avant la sortie de Mission Impossible 5, les tests sont mitigés. Oui, le film est beau, oui, il y a de l'action, oui, les décors sont incroyables, mais la fin est brouillonne. Les spectateurs ont l'impression qu'il y a 5 conclusions différentes squeezées tout ensemble. Pour les producteurs, la solution est simple. On coupe dans le gras, on rend la fin moins longue. Heureusement, Tom Cruise est là. Les Missions Impossibles, c'est son bébé. Pour lui, le problème, c'est la musique. Elle s'arrête entre chaque séquence pour reprendre juste après. Et à chaque fois, on a l'impression que le film est terminé. Il demande donc au compositeur de faire un morceau de 20 minutes qui lie toutes les fins entre elles. Et là, comme par magie, ça marche. Il n'y a rien à couper. Tout s'enchaîne parfaitement au rythme de la bande sonore. Une autre fin que les spectateurs de l'époque n'ont pas aimée, c'est celle de la petite boutique des horreurs. Sorti dans les années 80, le film raconte l'histoire d'un fleuriste qui découvre une plante étrange qui se nourrit de sang humain. Petit à petit, la plante grandit, se multiplie et finit par manger le héros avant d'attaquer tout le monde. Enfin, ça, c'est ce qui aurait dû se passer. Les retours des projections tests ne sont pas bons. Les spectateurs sont tristes de voir les personnages mourir. Le studio prend donc la décision de jeter toute la scène finale et d'en faire une nouvelle, plus heureuse. C'est 25 millions de dollars qui partent à la poubelle. On aurait pu avoir un final incroyable avec les plantes qui détruisent New York, mais non, à la place, on a une happy end toute nulle. Les fins alternatives, c'est pas toujours un mal. À la base, James Cameron avait prévu de conclure Terminator 2 sur une happy end. Après le sacrifice légendaire du T-800, on a une ellipse de plusieurs dizaines d'années. Tout va bien, le soleil brille, Skynet n'a jamais détruit la Terre. John Connor est devenu sénateur, Sarah est en vie et s'occupe de ses petits-enfants. Bon, ça casse toute l'ambiance du film et ça empêche toute tentative de suite. Au montage, Cameron l'enlève et c'est pour le mieux. Toutes ces galères, c'est rien en comparaison de Star Wars. On a déjà parlé de la manière dont la trilogie de George Lucas a été sauvée au montage, mais même après son départ et le rachat de Disney, les ennuis continuent. En 2016, le monde découvre Rogue One, le premier film Star Wars qui ne parle pas d'un Skywalker. C'est fort, épique, mais c'est surtout audacieux. Le fait de voir tous les gentils mourir à la fin, c'est une vraie surprise, et ça l'a aussi été pour Disney. À la base, Mickey voulait une happy end. Si tout le monde meurt, on peut pas faire de suite. Mais à la dernière minute, l'équipe a réussi à convaincre le studio de garder la fin dramatique qu'on connaît. Quelques mois avant la sortie du film, les trailers tournaient déjà sur internet, mais le réalisateur s'embarque dans toute une série de réécritures et de reshooting. Au final, si on regarde bien, il y a plein de différences entre les bandes annonces et le résultat final. Saw Gerrera n'a pas du tout la même tête, on voit Jean courir vers un TIE Fighter absent, il y a même cette réplique qui a complètement disparu. Je me rebelle. C'est aussi au milieu de tous ces changements qu'on a tourné la scène légendaire avec Dark Vador. C'est sûr, sans ces reshoots, Rogue One n'aurait pas été la masterclass qu'on connaît aujourd'hui. En 2013, le monde découvre World War Z au cinéma. Certains sont mitigés, mais beaucoup sont surpris. Pour cause, on pensait que le film ne sortirait jamais. La première version du montage est horrible, rien ne marche, le film est nul. Brad Pitt et le réalisateur décident de tout reprendre depuis le début. Ils réécrivent l'histoire, changent la fin et annoncent cette semaine de reshoot. Ça marche toujours pas, on reshoot les reshoots et enfin, après des mois de travail, le film peut enfin sortir. De 125 millions de dollars de budget, on est passé à plus de 200 millions. Et pourtant, c'est rentable. 540 millions au box-office. Les studios auraient pu tout arrêter quand ça tournait mal, mais ils ont pris un risque.
ils ont joué et ça a payé. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. Tout est numérique, il n'y a plus aucune contrainte, tout peut changer, tout le temps. D'un côté, ça fait des films plus formatés, cadrés exactement pour plaire au public. Pour certains, à cause de ça, le cinéma est en train de perdre sa sincérité. Mais en tant que créateur, pour certains, c'est fou. On vit à une époque où tout est possible, où rien n'est jamais fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, on espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous et dites-nous en commentaire quel sujet vous espérez voir sur la chaîne. C'était Mélie et Elnox, ciao.